Bienvenue sur ce podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un petit peu plus personnel, vu que la demande a été faite de nombreuses fois. On va parler de l'instruction en famille chez nous. Septembre, c'est le mois de la rentrée, sauf pour nous, puisque nos 2 enfants sont en instruction en famille. Je sais que via nos partages sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre vous se posent des questions en termes de programme, d'organisation, etc. Du coup, je vous ai laissé me poser des questions en story et je vous ai fait une petite FAQ spéciale IEF pour vous satisfaire. La première question qui revient souvent, c'est « je croyais que c'était interdit ». Alors, on va faire un petit point autorisation et loi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est bien l'instruction. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2021, il y a une loi qui est passée et c'est la loi pour lutter contre le séparatisme. Et les personnes du gouvernement ont décidé que comme il y avait des écoles clandestines, comme il y avait des enfants qui n'étaient pas mis à l'école, etc., il fallait durcir l'autorisation délivrée pour faire l'école à la maison. C'est-à-dire que avant 2021, alors avant la rentrée 2022, on va dire, avant la rentrée scolaire 2022, il fallait juste dire fallait déclarer qu'on faisait l'école à la maison, il fallait le déclarer à notre académie et à notre mairie. Il y avait une inspection de l'académie par un inspecteur et un ou une professeure qui venait normalement à la maison, ou alors on se déplaçait jusqu'à l'académie, mais qui venait à la maison pour pouvoir vérifier les acquis de l'enfant, comment l'instruction était mise en place, est-ce que c'était bon ou pas. Et le but, c'est que l'enfant ait les compétences du cycle commun à 16 ans, comme n'importe quel élève en France. Et la mairie devait faire une inspection une fois tous les 2 ans pour voir vraiment les conditions plutôt d'éducation, dans le sens où vérifier que l'enfant a tout ce qu'il faut, est dans un bon environnement, etc., pour pouvoir vivre son instruction en famille. Donc ça, c'était la loi avant. Alors, je suis pas juriste ni rien, mais aujourd'hui, maintenant, la loi, c'est quoi? C'est qu'on doit demander l'autorisation. Donc pour ça, il faut faire un projet éducatif. Et on n'a que 4 motifs à cocher. Et on n'a que 4 motifs possibles pour faire l'école à la maison. Le premier étant l'état de santé de l'enfant ou son handicap. Le deuxième, une pratique sportive ou artistique intensive. Le troisième, c'est l'itinérance de la famille ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Et le quatrième, c'est l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Alors, je vais pas mettre mon côté militantiste dans cet épisode de podcast, même si je vous assure que j'en ai très très envie. Si vous me connaissez un petit peu via les réseaux sociaux, etc., vous savez ce que je pense de cette loi. Tout était déjà mis en place pour que les écoles clandestines étaient déjà interdites, pour que l'instruction soit déjà vérifiée auparavant, sauf que maintenant, il y a une autre chose aussi qui change, c'est le fait que le parent instructeur doit avoir un diplôme équivalent au bac. En soi, personnellement, ça me change pas. Moi, j'ai un bac, un BTS, etc. Et de toute façon, je trouve ça, entre guillemets, plutôt normal. Même si, de façon générale, les parents qui pensent ne pas réussir à instruire leurs enfants, mais qui veulent quand même faire l'IEF, en fait, ils prennent des cours par correspondance.
Vous connaissez tous le CNED, eh ben il y en a plein d'autres qui existent et qui peuvent nous permettre de choisir la méthode éducative, etc., tout en restant chez soi. Donc voilà, je vais pas faire partie de mon militantisme, je vous explique les faits, voilà comment c'était avant, et c'est en fait le problème c'est que c'était pas respecté totalement par l'éducation nationale, etc. Donc il y avait effectivement des problèmes en termes surtout de déclaration, mais aujourd'hui, du coup, il faut qu'on fasse un dossier, comme je disais, pour expliquer, nous, dans notre situation, c'est la situation propre à l'enfant. C'est-à-dire que aucun de mes enfants ne pratique une activité, pour l'instant en tout cas, une activité sportive ou artistique qui demande à faire l'école à la maison. C'est-à-dire que Lucas fait du piano, mais pas il en fait beaucoup, mais pas de façon à ne pas pouvoir aller à l'école. Et ils n'ont aucunement une situation de handicap ni de maladie qui montrerait qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, et nous ne vadrouillons pas en France. Nous faisons donc partie des personnes qui faisons une demande pour le motif 4, la situation propre à l'enfant. Je vais juste dire un truc, chaque enfant a une situation propre, c'est-à-dire que aucun des enfants sur Terre et en France n'est pareil, et on pourra, chez tout enfant, on pourra trouver des bienfaits ou des inconvénients d'aller à l'école. C'est tout, c'est comme ça. Je ne suis pas anti-école, ça je l'ai déjà expliqué dans un autre podcast dédié sur le sujet. Non, c'était c'est sur la précédente FAQ, je l'ai déjà dit. Je ne suis absolument pas anti-école. Ce que je suis, c'est vraiment pour aller au rythme des envies et des besoins de mes enfants. Et j'ai fait des enfants, c'est pas pour qu'en fait quelqu'un d'autre s'en occupe et leur donne l'instruction que moi je suis capable de fournir. Voilà. On a décidé d'avoir des enfants pour s'en occuper de A à Z. Et on a vu, après 5 années d'instruction de Lucas, que ça marchait très très bien. Voilà. Ça marche très bien pour notre fils, qui est aujourd'hui, selon l'inspectrice qui nous a inspecté cette année scolaire, enfin l'année scolaire précédente 2022-2023, il nous a dit que c'était pas un enfant scolarisable au vu de son niveau vis-à-vis de son âge. Voilà. Donc on a fait une demande pour Eva qui a été acceptée parce que voilà, si ça peut aider d'autres familles, mais nous on habite dans le 28, donc peut-être qu'ils sont plus souples, je ne sais pas. Ça dépend aussi des académies, parce que c'est aussi ça le gros problème, c'est que du coup la situation propre à l'enfant elle est très subjective. C'est-à-dire qu'un parent qui va considérer que son enfant a une situation propre peut très bien se faire remballer par son académie en disant bah non, en fait c'est un enfant qui est capable d'aller à l'école. Moi, je connais de nombreuses familles dont les enfants sont réellement estampillés au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, des enfants même qui sont parfois non-verbales, etc. Et qui pourtant ne sont pas autorisés, à faire l'éducation en famille, et on leur dit si c'est un enfant qui peut être scolarisé, ça, parce que l'école s'adapte à tous les enfants. Et ça, c'est bon. Désolée, mais mon côté militantisme va quand même parler, c'est-à-dire que ça c'est impossible. Une maîtresse dans une classe avec de nombreux élèves, etc., l'école n'est pas adaptée. Les enfants doivent suivre le programme. S'il a de l'avance sur les maths mais du retard sur le français, ça va pas, ça correspond pas. Bref, je vous passe voilà les détails. Je pense qu'on peut tous se faire une idée sur le sujet. Nous, c'est ce qu'on pense. Et voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il faudrait faire une grosse réforme de tout le système scolaire français, peut-être s'appuyer un peu sur ce que font, piocher un petit peu sur ce que font nos voisins par-ci par-là, parce qu'évidemment, c'est pas tout rose ni tout noir chez nous, mais c'est pas tout rose ni tout noir ailleurs non plus, hein, on est d'accord. Donc voilà, donc nous, dans notre projet éducatif pour Eva, on a expliqué que, en fait, ça fait partie de notre base familiale. On a construit toute notre vie de famille autour de ça. C'est peut-être bizarre à penser, bizarre à dire, mais voilà, c'est comme ça qu'on voit notre vie de famille. C'est bête, mais on n'a pas envie de devoir se lever le matin pour emmener un des deux enfants à l'école alors que l'autre est forcément en école à la maison. Voilà, c'est des choses qui sont importantes pour moi, et en plus, dans tous les cas, même si je pense qu'un jour Eva sera peut-être plus adaptée que Lucas pour aller à l'école, pour l'instant elle a que 3 ans, et je pense, d'ailleurs elle n'est pas continente, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font que, dans tous les cas, je pense que l'école
c'était vraiment trop tôt, et je pense que 3 ans, c'est beaucoup trop petit pour aller à l'école. Un enfant, à l'âge là, ça n'a rien à apprendre à part apprendre, forger son caractère, apprendre à compter, etc., qui sont des apprentissages qui suivent l'apprentissage de la marche, de la parole, qui sont des apprentissages qui sont à la hauteur d'un parent, en tout cas à la mienne, ça j'en suis sûre. Donc voilà, maintenant aujourd'hui où on est venu à faire ça, et pour un peu plus de détails, si jamais votre projet éducatif dans lequel du coup vous devez prouver pourquoi vous pensez qu'il y a une situation propre à l'enfant, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour répondre à cette situation propre à l'enfant qui est différent de ce qui est mis en place à l'école. C'est-à-dire que si on dit bah moi je vais faire ça, 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 et que c'est à peu près la même chose qui est fait à l'école, là on va vous dire bah en fait madame vous pouvez le mettre à l'école parce que c'est la même chose. Même si on est d'accord, le rythme, les inconnus, etc., c'est pas la même chose. Mais voilà. Je veux pas critiquer ouvertement la politique, etc., mais je pense que vous avez compris ce que je pense. Donc voilà l'idée en fait qu'il y a là-dedans. Si jamais ce projet est refusé, cette demande est refusée, en sachant que je divague, mais en fait il y a plein de choses qui vont pas là-dedans dans l'histoire, dans l'idée de aujourd'hui en France jusqu'à 16 ans une carte d'identité c'est pas obligatoire, et quand on va inscrire notre enfant à l'école, un livret de famille c'est suffisant. Nous en instruction famille, on nous demande pas un livret de famille, on nous demande une carte d'identité obligatoirement. Il a fallu que j'aille faire 2 cartes d'identité pour mes enfants de 8 ans et de 3 ans. Je sais pas si à quel point vous comprenez à quel point c'est aberrant pour nous en fait, enfin je veux dire à quel point c'est incompréhensible pour nous qu'il y ait une telle différence de traitement entre les enfants qui vont, enfin je veux dire qu'il y ait un contrôle, une surveillance, une inspection, tout ça c'est normal, c'est logique, mais même au niveau du contrôle et de la surveillance, etc., on va en parler peut-être un peu après, mais c'est même plus sévère quoi. En tout cas de notre côté, de notre vécu. Donc ça c'est voilà, si jamais c'est refusé, on a l'occasion de faire un rapport pour pouvoir à envoyer au juge, etc., pour pouvoir en fait contredire la décision qui a été donnée, le refus qui a été donné, etc., etc. Il y a plein de choses qui font que et ensuite c'est si jamais au final c'est toujours un refus, on a pour obligation de mettre à l'école notre enfant, d'inscrire notre enfant à l'école. Justement, en termes d'inspection, si jamais l'inspecteur estime que c'est pas du tout favorable à l'enfant, il y a un contre-rendez-vous et où on nous laisse un peu de temps pour mettre des choses en place, etc., pour montrer que on a compris ce qu'il fallait faire. Si jamais c'est encore pas favorable, du coup 2 rendez-vous dans la même année scolaire. Si jamais c'est encore pas favorable, on a obligation d'inscrire notre enfant à l'école sous les 15 jours. Donc ça c'est pour vous expliquer, tout ça c'était ce qui existait déjà avant en plus, hein, l'obligation d'inscription si jamais ça va pas, etc. Tout ça était déjà présent avant cette loi anti-séparatisme. Voilà. Je vous épargne le côté aussi politique du fait que on sait très bien pour quel genre de personne a été créée cette loi, et que dans tous les cas, les personnes qui voudront faire autrement, les personnes qui voudront créer des écoles clandestines, etc., elles réussiront quand même à trouver le moyen de le faire. Bref, je m'arrête là sur le sujet. Du coup, la deuxième question qu'on me pose souvent, c'est comment on fait pour faire progresser l'enfant, quel est le programme, etc. Alors, encore une fois, normalement, alors, entre la loi et ce qu'il y a en vrai, il y a une différence. Mais la loi veut que l'enfant ait atteint le socle commun à 16 ans. On peut aussi se dire, et il a atteint les acquis de fin de cycle à chaque fois. Vous savez, vous avez le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3, etc. Ça correspond à un certain nombre de classes. Par exemple, avec Lucas, on est en fin de cycle 3, c'est-à-dire 6e. Cycle 3, c'est CM1, CM2, 6e. Voilà. Donc,
Ça, c'est les attentes de l'éducation nationale lors des inspections. Si vous faites votre programme vous-même, vous avez le choix de vous dire soit je vais suivre le programme de l'éducation nationale, soit je vais carrément suivre les envies des enfants, soit je vais faire un mix de tout ça. Nous, c'est ce qu'on a décidé de faire, puisque la question c'était pour nous. Nous, c'est moi au début, je prends les repères que j'ai grâce au programme de l'éducation nationale. Et à partir de ça, je décide de ce qu'on va voir, de ce qui a été déjà vu, de ce qui est sûr, qui est acquis, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que rien nous est fourni. Ça, c'est souvent aussi la question qu'on nous pose. Ah, mais comment vous faites? Parce qu'il y a des choses, rien nous est fourni, tout est à nos frais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on n'a pas le droit à l'allocation de rentrée scolaire, et pourtant, on doit acheter tous les cahiers, tous les manuels, imprimer nous-mêmes nos trucs, enfin, voilà. Donc effectivement, c'est un choix, mais on dépense beaucoup plus qu'une famille qui met ses enfants à l'école. C'était pour la petite anecdote. Donc, comment est-ce qu'on sait le programme? Ben voilà, après, c'est en fonction de l'avancée des enfants, c'est-à-dire que nous, Lucas, il a par exemple, on n'a jamais fait de CP en gros pour de vrai, parce que il savait lire à 5 ans, il savait compter, etc. Bah hop, on est passé. J'ai imprimé le programme, j'ai vu que ça c'était fait, ça c'était fait, ça c'était fait, ça c'était fait. Bon, on est passé au truc d'après. Voilà nous comment on fonctionne. Il y a des familles qui vont faire en suivant vraiment le programme. Il y en a d'autres qui vont vraiment faire encore tout autrement en suivant vraiment que les envies de l'enfant. Et voilà. Et il y a du pour et du contre dans chacune des méthodes. Hein. Ça, voilà. C'est à la famille de choisir. Moi, voilà comment je fais. Ça m'aide aussi à avoir un repère. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant j'ai 2 enfants. Donc une en maternelle, un en, on va dire, fin primaire, début collège. Et que j'ai mon entreprise, que vous connaissez du coup, du monde de Lulu, à côté. Donc il y a tout ça. Il faut savoir que je suis la seule à m'occuper de l'instruction, on va dire dans ce sens-là. C'est-à-dire l'organisation de l'instruction, c'est moi. Le programme, c'est moi, etc. Ça, c'est une autre question qui nous a été posée. Comment vous organisez avec votre travail, etc., ton mari? Il faut savoir que mon mari, il est cadre dans une entreprise et qu'il a énormément de boulot. C'est le deal aussi, c'était que lui, il est un bon salaire qui, on a moins de 30 ans, hein, du coup, qui reste encore un moyen, hein, mais que lui, il est, voilà, ce travail de salarié, on va dire entre guillemets sûr, et que moi, je puisse gérer à la maison les enfants. Et mon entreprise, on va dire que c'est du plus en termes financiers entre guillemets, même si je veux pas dire que c'est du plus, parce que c'est très important pour moi. En termes de valeur que j'apporte et en termes d'ambition professionnelle, on va dire. Mais à la base, quand on a organisé un peu notre famille sur l'instruction en famille, le but c'est que moi je gère l'instruction et que mon mari gère le reste, on va dire. Donc, de manière générale, c'est ça. La journée, moi je travaille auprès de mes enfants, donc au mois de juillet-août, j'organise tout le programme, j'imprime tous les documents, j'achète tout ce que j'ai besoin d'acheter, je fais des recherches sur les manipulations intéressantes à avoir, je fais des recherches sur les musées qu'il y a autour de chez nous pour qu'est-ce qu'on peut aller voir. Là par exemple, vous voyez, on est beaucoup dans l'histoire de l'art. Donc dans l'histoire de l'art, on va aller visiter le musée du Louvre. Alors on l'a déjà visité, la partie peinture italienne. On va aller visiter la partie égyptienne. Donc on va aller voir ça, pour aller voir les Égyptiens, etc. On a programmé un week-end sur Guédelon, vous savez, le château qu'ils construisent comme à l'époque, comme au Moyen-Âge, pour pouvoir parler du Moyen-Âge, etc. C'est toutes des choses qu'on connaît déjà en termes d'histoire. Lucas, il est assez calé histoire parce qu'il aime bien. Et du coup, voilà comment je fais. Ça, je le fais en général au mois de juillet-août. Et après, je programme. J'ai tout qui est imprimé. Je sais ce qu'on doit voir en maths, ce qu'on doit voir en français, en fonction de ses acquis de l'année précédente. Et puis après, c'est
c'est un peu au feeling aussi. Voilà, je fais semaine par semaine. Le dimanche soir ou le lundi matin en général, je programme, bah voilà, le lundi on va faire une dictée, on va voir tel chapitre en histoire, on va voir ci, on va voir ça, on va voir ça. Voilà comment je fonctionne. Moi je fonctionne de manière entre guillemets très scolaire. Par contre, la différence avec l'école déjà c'est le rythme, c'est-à-dire qu'on ne va travailler que 2 ou 3 heures par jour. Pour Lucas, hein, Eva est en maternelle, je rappelle, donc Eva, elle a pas vraiment de travail, c'est-à-dire que je vais faire des jeux de société avec elle, je vais lui sortir des coloriages, des petits cahiers d'activités, des autocollants, etc. On va faire du dénombrement un petit peu avec la frise numérique qui est accrochée. Enfin, vous voyez, c'est très léger. Donc pour Lucas, pour l'instant, on ne fait que 2 à 3 heures de travail par jour, du lundi au vendredi. Mon mari est en télétravail 2 jours par semaine à peu près, quand il peut. Ce qui fait que les 2 jours-là me permettent de être plus souple en termes d'instruction famille et de plus être axé sur mon entreprise pour que lui puisse gérer la correction, etc. On se relaye un peu plus grâce à ça. Et puis, voilà, la différence encore une fois avec l'école, en plus du rythme, c'est aussi le fait que, eh bien, voilà, pour vous donner un exemple un peu bateau, enfin, Lucas il a 8 ans, donc pour rappel, en français et en maths, il a le niveau 6e, mais pas en reste, par exemple. Enfin, vous voyez, c'est, voilà. Donc, c'est là-dessus, en fait, qu'il y a une très grosse différence avec l'école, c'est qu'on va vraiment évoluer en fonction du rythme de l'enfant et qu'on va avoir un mode de vie et un mode de vie familial qui est beaucoup plus cool. Alors après, la question qu'on me pose souvent, oui, mais vous avez de la chance de le faire, de pouvoir le faire, etc. Et ça, en fait, j'aime pas trop qu'on parle de chance parce que déjà dans la vie, il n'y a pas grand-chose qui est axé sur la chance. Ce qu'on veut avoir, il faut le vouloir et il faut tout faire pour le vouloir. C'est-à-dire que nous, à la base, c'est arrivé par hasard, c'est de rentrer dans l'instruction en famille, et après, on a décidé qu'on voulait ça. Et comme on a décidé qu'on voulait ça, eh bien, on s'est dit, on va tout faire pour pouvoir avoir ça. C'est-à-dire qu'on se prive d'un salaire, on- je passe ma vie 24 heures sur 24 avec mes enfants, et ça, en fait, je sais que pour beaucoup, ça paraît impensable, ou alors pour d'autres vont dire ouais, t'as de la chance. À moins de me lever à 5 heures du matin, je n'ai pas de temps pour moi. Parce que mon mari peut assez peu prendre le relais, vu qu'il travaille énormément. En dehors des temps où moi je dois travailler aussi. Donc c'est une succession de choix, une succession de parfois de sacrifices, mais qui sont pas des sacrifices qu'on a mal au cœur de faire, parce que sinon on les aurait pas fait, mais qui sont quand même des compromis, etc. qu'on a fait. Donc j'aime pas qu'on me dise que j'ai de la chance, parce que on est heureux comme on est aujourd'hui, mais c'est encore une fois une succession de choix qu'on a fait dans notre vie aujourd'hui pour en arriver à se dire on fait l'instruction en famille à nos enfants de A à Z. Après, comment on pourrait faire en sorte que ce soit encore plus cool pour nous, parce qu'en fait c'est ça notre but. C'est que on ne court pas après la vie. Le travail est là pour nous faire vivre, pour nous faire manger, pour qu'on ait un toit sous notre tête. Le but de la vie, c'est de profiter de sa famille, ou de profiter de soi-même si on n'a pas de famille d'ailleurs, mais de profiter de ça. C'est-à-dire que avoir de l'ambition professionnelle et être heureux au travail, c'est important parce que ça peut nous faire du bien à nous-mêmes. Mais la vie, elle est pas faite pour travailler. Donc nous, on part de ce principe-là, et oui, c'est limite un peu philosophique ce que je vous dis, mais c'est souvent une question qu'on nous pose, et pourquoi ce choix-là, etc. C'est que nous, on a décidé que on a des enfants, eh bien on assume de A à Z, et je ne me vois pas confier l'instruction de mes enfants à l'école toute la journée. Parce qu'il est là aussi le problème. C'est-à-dire que si demain vous me dites que l'école c'est de 8h à 13h comme en Allemagne, et vous me dites pas que c'est pas comme ça parce que je suis allée plusieurs fois en Allemagne et c'était comme ça, en plusieurs semaines, hein, en correspondance, dans des lycées, etc.
j'ai remarqué quand même que, ben, du coup, les enfants l'après-midi, soit ils sont auprès de leurs parents pour vivre des choses avec eux, soit ils font des activités sportives, ils font des activités artistiques, enfin de la musique, etc. Voilà, il y a plein de choses qui font que, voilà. Aujourd'hui, en France, on a un problème des lectures, d'écriture et en termes de mathématiques. Et au lieu de se dire, bah, c'est peut-être parce qu'on met trop de pression aux enfants, peut-être que on donne en fait pas assez de marge aux parents pour leur permettre d'investir sur leurs enfants, et ben non, on va rajouter des heures aux enfants, rajouter. Et on prend pas en compte non plus la physiologie du cerveau de l'enfant qui n'est pas faite pour ingurgiter des mathématiques, du français, etc. toute une journée de 8h à 17h. Ça, voilà, il suffit d'aller un petit peu regarder autour, d'aller regarder des études, etc. Et c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que voilà pourquoi nous aussi il y a cette instruction, le fait que aussi bah des choses bêtes, mais il y a des devoirs le soir alors que les devoirs écrits sont normalement interdits dans la loi. Enfin plein de choses. Et puis il y a un truc qui est quand même flagrant, c'est de voir le nombre de burn-out et de problèmes dans le système, enfin chez les professeurs. Professeurs qui ne peuvent rien à tout ce que je dis, on est d'accord. Hein. Voilà, moi je parle du système. Pour bah, justement ces burn-out, etc. montrent bien qu'il y a peut-être un problème dans le système. Voilà, qu'on demande trop non seulement aux enfants, mais on demande trop aussi aux professeurs. Et voilà, moi c'est pas pour moi, vous savez, dans le programme maternel, il y a une chose qui m'a choquée quand j'ai regardé le programme maternel pour Lucas, donc il y a longtemps maintenant, et dedans c'est marqué qu'il faut que l'enfant sache se laver les mains. Et moi, ça a fait tilt dans ma tête. J'ai dit, mais c'est pas à la maîtresse d'apprendre à mon fils à se laver les mains. C'est pas à la maîtresse d'apprendre à mon fils de la politesse. C'est pas à la maîtresse d'apprendre à mon fils, voilà, toutes ces choses-là. Et moi, voilà, je pense qu'on a confondu éducation, bah d'ailleurs, hein, ça s'appelle l'éducation nationale, l'éducation qui doit être fournie par les parents, parce que sinon ça sert à rien de faire des enfants si on veut pas éduquer nos enfants. Ça, c'est peut-être un peu trash ce que je dis, mais c'est ce que je pense, donc voilà. Et l'instruction. L'instruction qui est l'apprentissage des mathématiques, l'apprentissage du français, l'apprentissage des choses qui vont nous permettre de faire des études pour de vrai, etc. Si on en a envie, évidemment. Donc ça, c'est vraiment les choses qui, en nous, ont résonné pour se dire, là, c'est pas le choix là qu'on veut faire, c'est pas le choix de l'école, etc. Voilà, après on n'est pas des grands malheureux de l'école, on a tous deux, avec mon mari, été de bons élèves, mon mari est un excellent élève même, voilà. Mais aujourd'hui dans tous les cas l'école elle est même plus que nous, elle a été pour nous, et pourtant encore une fois on n'a que 28 ans. Mais il y a trop de choses qui font que voilà, nous on pense, c'est personnel hein, encore une fois, mais on pense que c'est notre rôle à nous d'instruire nos enfants et plus tout le reste. Voilà. Et encore une fois, je disais, y a un gros problème en termes d'apprentissage de l'écriture, de français et des maths euh, en école primaire, et du coup on rajoute, là, je sais pas si vous avez entendu les nouvelles du gouvernement, on rajoute des heures, des choses, etc. Et du coup, moi je trouve que ça donne pas en fait l'occasion aux parents de se dire, ah, bah t'as des difficultés dans telle matière, je vais t'accompagner mon enfant, je vais t'aider à faire ça. On laisse plus du tout du champ libre aux parents pour accompagner leurs enfants. Et du coup ça devient un cercle vicieux, les parents comptent totalement sur l'éducation nationale pour instruire leurs enfants, et, euh, et l'éducation prend ce rôle pleinement à cœur, et ils en font de moins en moins les parents, etc., etc. Et puis, voilà. Après, ça, je parle dans les milieux qui sont pas défavorisés. Effectivement, l'école, c'était quelque chose qui est très important dans les milieux qui sont favorisés, mais ça, c'était pas trop le thème de la FAQ. Si un jour vous voulez qu'on en parle, on pourra en parler. Donc ça, c'était pour pourquoi on fait l'école à la maison, etc. Et du coup, en général, avec cette question, il vient la question de la sociabilisation. Moi, je prends souvent cet exemple, mes amis ne viennent pas de l'école. Voilà, les amis que j'ai aujourd'hui ne viennent pas de l'école.
les amis que j'avais à l'école n'étaient pas forcément des amis, c'était juste parce que fallait se faire des amis entre guillemets, c'était copains, des camarades de classe, mais voilà. L'école est un lieu où, en termes de personnalité, etc., tu es dans un choix restreint, c'est-à-dire que tu peux faire des amis que des personnes qui sont de ta classe, sinon c'est beaucoup plus compliqué. Dans les personnes qui sont dans ta classe, tu ne trouveras pas forcément des personnes qui ont la même mentalité que toi, qui ont les mêmes loisirs que toi, les mêmes centres d'intérêt, etc. Toutes les choses qui font que tu deviens ami avec une personne. Et ça, en fait, ça bloque la possibilité, en fait, de se faire des vrais amis. Donc ça, déjà, c'est sur la partie de se faire des amis. Et ensuite, vraiment, la partie vraiment sociabilisation, c'est-à-dire, ouais, vous restez chez vous et vous restez enfermés. En fait, c'est ne pas connaître l'instruction famille que de croire ça. On sort beaucoup, c'est ce que je vous disais, on fait des sorties, etc. On sort beaucoup plus que si on était à l'école. Et nos enfants voient des autres enfants, et de toute façon, d'autres personnes tout court, d'autres horizons. Soit des personnes qui vont à l'école, soit des autres enfants qui ne vont pas à l'école, qui font aussi l'instruction en famille. On se crée un joli village comme ça, avec des personnes qui pensent comme nous, avec des personnes qui ont des valeurs similaires à nous, etc. Je dis pas qu'à l'école, il n'y a pas des personnes qui ont des valeurs similaires. Je dis juste que là, on est sûr, en fait. On arrive vraiment dans un milieu où on est serein quand on y va, parce qu'on sait que déjà, on va pas être jugé sur notre façon d'instruire notre enfant, puisqu'on instruit tous de la même façon notre enfant. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et d'ailleurs, en général, les enfants sont amis et les parents le sont aussi. C'est pour la petite anecdote, c'est juste pour montrer que, voilà, moi j'étais copine avec des filles à l'école, mes parents n'étaient pas copains avec leurs parents. Du coup, voilà, c'était les relations étaient restreintes, je trouve. Et donc notre enfant côtoie des enfants de tout âge et il peut vraiment choisir vers qui il va aller se tourner. Et si c'est des personnes plus grandes, c'est des personnes plus grandes. Si c'est des personnes plus petites, c'est des personnes plus petites. Et en général, on a remarqué qu'il n'y a jamais de problème pour jouer entre eux et qu'ils trouvent toujours des solutions pour jouer entre eux, pour s'adapter les uns aux autres. De ce que j'ai pu remarquer, et avec des amis qui ont eu leurs enfants à l'école et pas à l'école, elles ont aussi remarqué que les enfants en école à la maison s'adaptent beaucoup plus facilement aux autres en fait. Voilà un petit peu pour les questions qui sont plus souvent posées. Voilà. Encore une fois, je suis pas contre l'école et c'est notre choix personnel de faire l'instruction en famille, mais on a peur pour ce droit-là, qui est un droit et on n'a pas envie d'être déresponsabilisé de l'instruction de nos enfants et on n'a pas envie qu'en fait ce soit à l'État de choisir ce qui est bon pour nos enfants sans les connaître, sans prendre en compte tout l'ensemble de l'enfant. Malgré ce fameux motif de situation propre à l'enfant, on a quand même remarqué que lorsque les dossiers étaient refusés, ça prenait pas en compte en fait qu'il y avait bel et bien une situation propre à l'enfant. Et encore une fois, de toute façon, chaque enfant a une situation propre. Mais voilà, je suis mal à l'aise dans l'idée de devoir justifier, même s'il a fallu que je le fasse une fois déjà et qu'il faudrait que je le refasse, mais de devoir justifier, parce que oui, du coup, il faut réitérer la demande d'instruction tous les ans. Donc, si vous saviez le travail que c'est de faire un projet éducatif. Et puis, pour les inspections, on doit faire des projets pédagogiques pour montrer ce qu'on fait, etc. Comme ça, l'inspecteur ou l'inspectrice comprend mieux ce qu'on fait vraiment à la maison. Parce que, en fait, l'inspection, elle dure 1 heure. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça ne reflète pas du tout tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire. Donc en fait, c'est énormément de travail, on doit réitérer ça tous les ans, et en soi, le problème, c'est pas l'inspection, le problème, c'est de devoir justifier nos choix qu'on fait pour notre famille et pour nos enfants, alors que dans tous les cas, l'instruction qu'on va donner, elle va être vérifiée, et que ok, on instruit mal nos enfants, on met nos enfants à l'école, mais à partir du moment où c'est bien fait, c'est fait avec le cœur, c'est fait avec l'amour, et c'est fait dans le respect de la situation propre à l'enfant, mais pour de vrai, voilà, je suis mal à l'aise à cette idée-là, et
Et c'est pour ça que je parle de moins en moins souvent de l'instruction en famille sur les réseaux sociaux, parce que on sait pas en fait comment on va devoir agir les prochaines années pour pouvoir conserver notre droit d'instruction en famille. En tout cas, je pense encore une fois avoir répondu à toutes les questions qui nous étaient posées. Vous posiez surtout la question sur le programme de l'enfant et nos choix. Pourquoi on a fait nos choix. Je crois que j'ai été assez exhaustive sur le sujet. Le but, je voulais pas que ça dure non plus des plombs, mais voilà, je vous avoue, j'ai même pas fait de prise de notes, j'ai noté les questions qui m'avaient été posées et j'ai dit j'y vais, je cause, je discute, je vous raconte ce que j'ai sur le cœur. Et puis si vous avez tenu jusque là, merci de m'avoir à côté. Et puis sinon, tant pis pour ceux qui sont ratés avant. Voilà, voilà ce qu'on va dire. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à venir dire sur les réseaux sociaux ce que vous pensez de mes épisodes de podcast. Et puis, si ça vous intéresse de temps en temps, qu'on refasse des FAQ ou des épisodes en dehors de la grossesse et l'accouchement et le postpartum immédiat, on va dire, eh bien, n'hésitez pas. Je suis ouverte à toute proposition, même si, je sais pas si vous avez vu récemment, le podcast est en train de devenir un peu plus large, un peu plus complet, pour vraiment parler à tout type de personnes, qu'elles soient en préconception ou qu'elles soient déjà maman. Voilà, je vous remercie encore d'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.